À l'invitation de son homologue malien, le chef de l'État ivoirien s'est rendu ce vendredi à Bamako, au Mali. Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le président Ouattara devrait regagner Abidjan en fin de journée. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé aujourd'hui à l'ouverture officielle du bâtiment central du Sofitel Abidjan. Hôtel Ivoire, inauguration qui marque la fin de la rénovation totale de ce réceptif hôtelier fermé en août 2009 pour travaux. En santé, la réouverture du centre de néonatologie du CHU de la commune de Yopougon, la structure fermée depuis un an pour réhabilitation, vient d'être inaugurée par la première dame de Côte d'Ivoire. Les temps forts de cette inauguration dans ce journal. Et puis à l'étranger, le Burundi, c'est enfin clair, la tentative de coup d'État a été avortée. Après le retour du président Nkurunziza dans le pays, les putschistes ont annoncé aujourd'hui leur reddition, mais la mobilisation contre un troisième mandat du chef de l'État ne faiblit pas. La société civile appelle à la reprise des manifestations. Voilà pour le sommaire, il est 20h, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. À l'invitation de son homologue malien, le chef de l'État ivoirien s'est rendu ce vendredi à Bamako, au Mali. Alassane Ouattara a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Bamako-Sénou par son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le président ivoirien a pris part à la cérémonie de signature, vous le voyez sur ces images, de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, appelé accord d'Alger. Le président Ouattara devrait ensuite regagner Abidjan cette fin de journée. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé aujourd'hui à l'ouverture officielle du bâtiment central du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, inauguration qui marque la fin de la rénovation totale de ce réceptif hôtelier fermé en août 2009 pour travaux. Christelle Menant. Annoncé il y a quelques mois, l'ouverture du bâtiment principal de l'Hôtel Ivoire ou Sofitel Hôtel Ivoire est désormais effective. L'unique 5 étoiles de la place peut enfin offrir tous les services requis par son rang. 217 chambres, appartements et suites qui pourront à nouveau accueillir chefs d'État, distingués souverains et personnalités de passage à Abidjan. Nous sommes fiers aussi d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'émergence en nous aussi mettant à la disposition de tous les visiteurs de notre pays des produits de qualité, un service de haut niveau pour accompagner le gouvernement. L'inauguration ce 15 mai de cette fierté ivoirienne présidée par le Premier ministre en l'absence du président de la République a réuni membres du gouvernement, personnalités et nostalgiques du casino, de la patinoire ou de la piscine. Moi je terminais au lycée d'Abidjan et avant c'était un espace ici où on venait nager, passez-moi le terme, vous voyez. Donc de voir un peu ce bâtiment à nouveau ressuscité, c'est une excellente chose. Nous sommes vraiment heureux de cela. Je pense qu'Abidjan va devenir vraiment à nouveau le centre ouest-africain en matière de tourisme et en matière de congrès et en matière donc de loisirs. Conduite par le ministère du Tourisme, la Société des Palaces de Cocody, le groupe Accor Sofitel et le groupe Pierre Fakouri Opérator, les réhabilitations du Sofitel Hôtel Ivoire le hissent plus qu'hier en carrefour ouest-africain de luxe et de raffinement. Le Sofitel Hôtel Ivoire réaffirme son rôle de leader dans le dispositif hôtelier ivoirien. 52 ans plus tard, la vision prospective du vieux continue de convaincre. Le mythique village ivoire demeure le symbole de son ambition d'une Côte d'Ivoire forte, moderne et rayonnante. Le chef de l'État ivoirien a adressé un message à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président, j'ai appris avec une profonde tristesse le décès de 9 militaires maliens le lundi 11 mai dernier, suite à une embuscade tendue par des éléments de la coordination des mouvements de l'Azawad près de la localité de Tintelout. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement et le peuple ivoirien, tout en condamnant cette nouvelle violation du cessez-le-feu, se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, au peuple frère du Mali, notre profonde compassion et notre solidarité. J'adresse mes sincères condoléances aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Un autre message dans le même registre, cette fois adressé à son Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion que j'ai appris une triste nouvelle du décès de son Excellence, M. Kenan Evren, ancien président de la République de Turquie, survenu le samedi 9 mai dans un hôpital militaire d'Ankara. En cette douloureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence, au peuple turc et à la famille éplorée nos condoléances les plus attristées. Et le dernier message est adressé à Sa Majesté Felipe VI, roi d'Espagne. Majesté, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris
la triste nouvelle du crash d'un avion de transport militaire survenu le samedi 9 mai 2015 dans la région de Séville et qui a causé plusieurs pertes en vie humaine. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre présenter à votre majesté mes condoléances les plus attristées. J'y joins l'expression de ma profonde compassion à l'endroit des familles endeuillées par ce tragique accident d'avion. Tous ces messages sont signés Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le problème du carrefour de l'Indénié devrait être bientôt jugulé. Hier, le Premier ministre, accompagné du ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, ont visité les sites des travaux de construction de barrages du versant du Gourou. Ce sont 4 barrages qui sont en cours de construction pour maîtriser le flux d'eau qui descend vers le bassin. Les précisions de Gabriel Zani. Bientôt la fin des crues du carrefour de l'Indénié en saison pluvieuse. Des barrages sont en cours de construction en amont du carrefour pour contenir les eaux usées et pluviales. Ce jeudi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a visité les travaux des sites de ces barrages écrêteurs en compagnie du ministre de la Construction et des responsables de structures en charge du projet. Ce qu'on a visité aujourd'hui relève en réalité d'un projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, qui est un projet qui est en activité depuis un certain nombre d'années. Mais donc ce qu'on a visité, ce sont des barrages qu'on appelle écrêteurs, qui sont en amont de ce fameux carrefour de l'Indénié et qui permettent de réguler le débit d'eau qui arrive sur l'Indénié. Ces digues vont contenir les déchets solides qui sont entraînés par les eaux de pluie dans le bassin du Gourou. Les sites du zoo de l'hôpital militaire d'Abidjan forment les barrages essentiels pour endiguer le problème du carrefour de l'Indénié. Le projet a coûté à l'État 17,9 milliards de francs CFA. C'est un gros élément qui est fait. Et vous savez, ce travail va continuer d'ailleurs pour la dépollution de l'ensemble de la lagune d'Abidjan d'ailleurs jusqu'à Grand Bassam. Et c'est 122 milliards de francs CFA qui sont consacrés à l'ensemble de ces travaux. Je pense que dans 3-4 ans, on reconnaîtra travail à Abidjan. Le carrefour de l'Indénié ne connaîtra plus les montées d'eau pendant les périodes de fortes pluies. Ce sera la fin aussi des mauvaises odeurs. En tout cas, c'est l'espoir du Premier ministre qui veut qu'Abidjan redevienne la perle des lagunes. Autre activité du chef du gouvernement ivoirien, la visite sur le site de Sangon à Diopo-Doumé, sur la route de Dabo, des lotissements à équipements modérés, LEM. C'est un projet de logement pour les revenus modestes initié par le gouvernement. Accompagné du ministre de la Construction, le Premier ministre s'y est rendu hier pour constater le niveau d'avancement des travaux de ce programme de logements sociaux. Gabriel Zani. L'espoir d'avoir un logement est désormais permis. Les premiers lotissements à équipement modéré, LEM, projet de logement pour les revenus très modestes, sont sortis de terre. Des logements témoins ont été présentés au chef du gouvernement par le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo. Et pendant la cérémonie de présentation du projet pilote à Sangon à Diopo-Doumé, le ministre de la Construction a formulé des doléances au Premier ministre. Nous avons la possibilité aujourd'hui de fournir 1561 plateformes. Mais le petit budget que nous avions nous a permis de réaliser 521 plateformes et 60 logements témoins. Nous souhaitons votre intervention pour que les coûts soient plus bas à travers la défiscalisation. Parce que autant les promoteurs immobiliers travaillent hors taxe, autant il est bon que ces programmes de LEM, tous les intrants soient achetés hors taxe. Djondjoumen, village non loin de Bergenville, Biabou 2, Sangon, Kassamblé et Adjoupo-Doumé sur la route de Dabou sont les 4 sites pilotes du projet. Les déguerpis des quartiers précaires, ceux aux revenus irréguliers déclarés non éligibles par les banques et les promoteurs immobiliers sont pris en compte dans ce programme. Le gouvernement, soucieux de la forte densification de la population dans la commune de Sangon, a prévu dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan de développer ici le transport lagunaire et le transport routier. En outre, des infrastructures socio-économiques de base, écoles, centres de santé, eau potable, électricité, marché, espaces verts et aires de jeu, y seront apportés en vue de faciliter la vie et contribuer au développement des communes et de leur population.
Les prix des lotissements oscillent entre 4 et 5 millions de francs CFA. Mais la particularité de l'EM, c'est que les souscripteurs construisent eux-mêmes les maisons de type 2 à 3 pièces sur des superficies variant entre 80 et 108 mètres carrés au maximum. Les souscripteurs seront suivis par le Centre de facilitation des formalités d'accès au logement céphale où se font les souscriptions. En santé, je vous le disais en titre, la réouverture du centre de néonatologie du CHU de la commune de Yopougon, la structure fermée depuis un an pour réhabilitation, vient d'être inaugurée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les temps forts de cette inauguration avec Viviane Haïm. En attendant le déménagement complet de tous les malades du CHU de Yopougon afin de pouvoir effectuer les travaux de réhabilitation de tout ce centre hospitalier tel que souhaité par le gouvernement, car après plusieurs décennies sans restauration, cet hôpital est aujourd'hui dans un état de dégradation. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida apparaît pour l'heure au plus pressé en entreprenant des travaux de réhabilitation du service de néonatologie et son rééquipement. Une entreprise à laquelle la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa, a apporté son concours en faisant don de matériel médical neuf pour une valeur de 100 millions de francs. Pour l'inauguration du service de néonatologie entièrement rénové et rééquipé, la première dame a visité les salles de soins intensifs pour prématurés, entièrement équipées d'incubateurs neufs. La salle de médecine néonatale, la salle d'hospitalisation médicale, toutes ces salles maintenant équipées de matériel performant et entièrement neuf. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, qui a initié ces travaux de réhabilitation financés sur fonds du ministère de la Santé, a remercié chaleureusement la première dame pour son important soutien à cette rénovation. En reconnaissance, a-t-elle annoncé, le service de néonatologie porte désormais le nom de service de néonatologie Dominique Ouattara. Madame la Première Dame, ce sont en définitive vos dons en équipement, au nombre desquels 6 couveuses de thérapie intensive pour nouveau-nés, 1 respirateur pédiatrique et humidificateur et 4 lampes de phytothérapie qui ont permis la réouverture du bloc de gynéco-obstétrique et du service de néonatologie. Nous sommes donc, Madame la Première Dame, extrêmement fiers aujourd'hui de montrer à la nation ces 2 services qui n'ont rien à envier à ceux des pays les plus développés. Et c'est ainsi que d'un commun accord, avec tous mes collaborateurs et avec tous les responsables du CHU de Yopougon, nous avons proposé que le service de néonatologie du CHU de Yopougon porte désormais votre illustre nom, Dominique Ouattara. Afin que toutes les mamans, tous les nouveau-nés, tous les bébés qui vont bien sûr grandir et qui vont passer par ces services se souviennent d'une grande dame au grand cœur et qui est venue à notre secours et qui a permis aujourd'hui la restauration de ces services. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida n'a pas omis d'adresser ses remerciements à l'UNFP et au PPU pour leur contribution à cette réhabilitation. Sans oublier la ministre de l'Éducation nationale, Candia Camara, qui a fait un don de 200 000 francs pour soutenir le service de néonatologie. Au nombre des soutiens, il y a aussi celui de l'ambassade de la Fédération de Russie qui a offert un lot de matériel médical de thérapie intensive pour nouveau-nés. Un geste apprécié à sa juste valeur par la Première Dame qui a également félicité la ministre de la Santé pour cette initiative de réhabilitation du centre de néonatologie. Vous savez, Madame la ministre m'avait vue et m'avait dit « Nous avons un problème au CHU de Yopougon. Les nouveau-nés qui naissent avec de l'avance, les prématurés, n'ont pas d'appareil. Et systématiquement, ils décèdent. Madame la présidente de la Fondation, est-ce que vous pourriez nous aider avec ça ?» J'ai dit « Bon, je vais regarder, je vais voir. » Et j'en ai parlé à des amis autour de moi en demandant est-ce qu'on pouvait avoir des appareils. Et notamment à un ami de la Fondation, M. Laurent Taïeb,
qui m'a mis en rapport avec l'ambassade de Russie et ils ont immédiatement répondu présent. Donc vraiment, je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui. Je suis donc très heureuse de la réhabilitation du service de néonatologie du CHU de Yopougon, qui apporte ainsi une réponse pertinente à cette problématique. Aussi, au nom de la Fondation Children of Africa, je suis heureuse de remettre aujourd'hui ce don d'équipement composé de 6 couveuses de thérapie intensive pour les nouveau-nés, dotées de moniteurs de surveillance, 4 lampes de photothérapie avec support, un appareil chauffant et un ventilateur avec humidificateur. C'est du matériel entièrement neuf et qui est extrêmement pointu. La première dame de Côte d'Ivoire a également visité le centre de traitement ambulatoire pédiatrique du VIH-Sida, comprenant une unité de nutrition et une salle d'éveil qui ont reçu de la première dame des dons en vivres et matériels pour une valeur de 5 millions de francs, plus 3 millions de francs en espèces pour le personnel médical administratif et paramédical. Après une fermeture d'1 année pour cause de réhabilitation, le service de néonatologie du CHU de Yopougon, désormais remis à neuf, fonctionne pour le plus grand bien des populations. Alors, le centre de néonatologie fonctionne donc désormais pour le bonheur des populations. La mesure d'interdiction d'entrée de volailles en provenance du Burkina Faso sur le sol ivoirien est toujours en vigueur. À Ouangolodougou, dans le nord ivoirien, le corps préfectoral veille au strict respect de ces dispositions qui visent à protéger le pays d'une épidémie de grippe aviaire. La vigilance semble être de mise aux frontières terrestres et ferroviaires. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo depuis la station de Boaké. Lutte contre la grippe aviaire. Nous sommes à l'arrêt là-bas, frontière terrestre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les forces de l'ordre et plusieurs services compétents procèdent à des contrôles systématiques. La consigne est claire. Aucune pintade, aucun poulet ou même des volailles de tout genre ne doivent franchir la frontière entre les deux pays. Cette mesure prise par les autorités ivoiriennes fait suite à la découverte d'un foyer de grippe aviaire au Burkina Faso. Bien qu'il existe des difficultés pour mener à bien cette mission, les services compétents veillent au grain. Avec l'appui des forces de l'ordre, nous ne pouvons plus laisser la volaille rentrer en Côte d'Ivoire. Si nos frères de Burkina ne disent pas que la maladie est finie, on sera toujours présent là. Après la frontière terrestre à l'arrêt là-bas, cap est mis sur Ouangolodougou. La voie ferroviaire très utilisée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'échappe pas au contrôle. Toutes les autorités sont en place et les consignes sont fermes pour que véritablement aucune volaille ne traverse la frontière en provenance du Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire. Le corps préfectoral en charge de faire appliquer la mesure d'interdiction a dû mettre en place des stratégies pour garantir le succès de l'opération. On a constaté un autre phénomène. La frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire est constituée par un fleuve, le Laléraba, qui en cette période, c'est la période d'étiage, donc qui est à sec. Même les camions peuvent passer. Donc ils traversent et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Comme un commerce de volailles existe entre la Côte d'Ivoire et le Mali, par la sous-préfecture de Toumoukoro, ils contournent et ils vont faire ce chargement à Toumoukoro. J'ai pris un arrêté pour interdire tout chargement de volailles à partir du département de Ouangolodougou. Malgré la porosité de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le corps préfectoral et les services compétents sont en alerte. L'objectif est clair, barrer la route à la grippe aviaire. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a visité mercredi le centre d'enfouissement technique CET d'Aïekwa. C'est dans la commune de Brofo-Doumé, une manière de se rendre compte de la reprise des travaux interrompus depuis 2005. Armand Boui, Gabriel Zani. La Côte d'Ivoire renoue avec l'espérance concernant la gestion intégrée et moderne de la collecte, du traitement et de la décharge des ordures. Après 10 années d'interruption, les travaux du centre d'enfouissement technique CET, qui doit prendre le relais de la décharge d'Akudo, ont repris. C'est l'un des sites déjà prévus et nous sommes donc venus voir l'avancée des travaux. L'objectif du gouvernement est de faire en sorte qu'il y ait de nouveaux sites qui soient aux normes, de telle sorte qu'on puisse non seulement fermer Akudo, mais le réhabiliter et rendre donc ce site-là viable, rendre ce site-là sain. Et tout ça est possible techniquement et scientifiquement. Il n'y aura plus de dépôts sauvages, il n'y aura plus d'élimination non contrôlée des déchets
Mais bien au contraire, il y aura des sites, comme cela se fait partout ailleurs, autour desquels les populations peuvent vivre en toute quiétude, sans être inquiétées pour leur santé. La réalisation de ce projet n'est plus qu'une question de mois. Le temps de la signature des conventions entre le promoteur et l'État, de la finalisation des discussions avec les populations riveraines. Et surtout le temps de la construction d'autres infrastructures, en plus du centre d'incinération déjà prêt. Hors saison des pluies, pour être opérationnel, on a environ 8 mois et demi de travaux. Le gouvernement préoccupé, l'opérateur prêt pour reprendre les travaux du centre et avec l'adhésion des populations, le temps de dire adieu à la décharge d'Akwedo n'est plus loin. Dans 5 jours, le chef de l'État effectuera une visite dans la région du Denguélé. En attendant, le comité d'organisation fait le point de l'état d'avancement des travaux. Alexis Ouedraogo. À jour J-5 de la visite du chef de l'État ivoirien dans la région du Denguélé, la ville d'Odiéné se mobilise. Ici, on reprofile la chaussée. Là, on repart les ampoules des lampadaires. Bien que les moyens ne soient pas encore mis à disposition, la plupart des commissions s'efforcent quand même d'exécuter certaines tâches. Et on espère que très rapidement, les moyens vont être dégagés pour permettre à sa commission d'être véritablement opérationnelle. Et pour parer à toute éventualité, le ministre Gaoussou Touré, fils de la région et coordonnateur des commissions en charge de la visite, est déjà sur place. Il a visité plusieurs sites, dont l'aéroport et la préfecture. La commission a fait un travail remarquable qui nous a permis de nous entendre très rapidement, aussi bien sur les budgets que sur le contenu des missions confiées à chaque commission. Plus de 10 000 personnes sont attendues pour cette visite du président Alassane Ouattara dans la région du Denguélé. L'axe principal de la ville d'Odiéné devrait être baptisé Alassane Ouattara pour marquer l'événement. 2 localités dans le Folon, 5 autres dans le Kabadougou. Les populations, elles, retiennent leur souffle. Aujourd'hui, 15 mai, est célébrée la Journée internationale de la famille, une façon de relever la primauté de la famille dans la société. Ici en Côte d'Ivoire, cette énième célébration a pour thème la famille au cœur de l'émergence. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, invite au respect des valeurs de tolérance, d'unité, d'amour et de travail. Franck Quadion. Depuis le 20 septembre 1993, les Nations Unies célèbrent la famille chaque 15 mai. La famille au centre des préoccupations, cela n'est pas vain. Elle est la cellule de base de la société. En Côte d'Ivoire, cohésion sociale oblige, elle est reconsidérée comme facteur au service du développement, d'où le thème « La famille au cœur de l'émergence » pour les 21e journées nationales. Parce que si on fait l'émergence sans les familles, c'est dire qu'on n'a pas encore commencé l'émergence. Parce que ce sont les hommes qui mettent en valeur tout le progrès social. Ce sont les hommes qui mettent en valeur la croissance économique et sociale. Des valeurs qui, selon la tutelle, guident l'action gouvernementale. L'État doit assurer la coordination intersectorielle de la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation au niveau central et décentralisé de la politique nationale de la famille. À cet effet, des mesures tant institutionnelles que sociales ont été menées sur instruction du chef de l'État pour protéger et promouvoir la famille. Au nombre des actions, la revalorisation du SMIC, le déblocage des salaires et la couverture maladie universelle. Point d'orgue de cette célébration solennelle, le lancement du concours Famille Modèle, dont les résultats seront connus à la cérémonie officielle le 4 juin prochain. Analyse critique des résultats de la première phase et cadrage de la deuxième phase du projet d'alphabétisation RAMA. C'est le thème retenu cette année à l'occasion du 6e atelier international de la recherche-action sur les mesures des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation. Cet atelier qui s'est tenu récemment au plateau en présence de la ministre Kandia Camara a pour objectif de faire la promotion de l'alphabétisation afin de lutter efficacement contre l'analphabétisme en Afrique. Connaît par Gassoro. Apprendre à lire et à écrire, droit fondamental pour tout être humain. Et pourtant, en Afrique, environ 153 millions, soit 38% des adultes selon l'UNESCO, sont analphabètes.
En Côte d'Ivoire, 62% de femmes et 39% d'hommes sont analphabètes, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour la ministre Kandia Camara, le gouvernement ivoirien s'attelle à ramener le taux d'analphabétisme à 35% à l'horizon 2020, d'où l'intérêt de ce 6e atelier international de la recherche-action sur les mesures des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation. Avant que les équipes techniques et scientifiques n'entrent en atelier, je voudrais rappeler l'intérêt particulier que nous accordons en Côte d'Ivoire à la problématique de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Il s'agit, par les mécanismes les plus pratiques, de donner leur chance à tous ceux qui n'ont pas été pris en compte dans le système formel. Cet atelier international des programmes d'alphabétisation a bénéficié du soutien des partenaires au développement, dont l'UNESCO. Nous avons décidé de tenir cette réunion, cet atelier sous-régional dans votre pays pour soutenir vos efforts en matière d'alphabétisation et contribuer à booster le sous-secteur éducation non formelle. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, n'a pas manqué de saluer la qualité des experts présents à ce 6e atelier international des programmes d'alphabétisation. Dans l'actualité politique, désormais, un autre rassemblement dans la course au pouvoir d'État. La Coalition nationale pour le changement, CNC, une plateforme de 13 partis pour gagner l'élection présidentielle prochaine, est née ce vendredi. L'acte de naissance, la charte de la CNC, vous le voyez sur ces images, a été paraphée par les 13 partis membres. Ce sont 8 partis politiques de l'opposition. Le leader de Mamadou Coulibaly, aux côtés desquels siègent Charles Konambani, Kwadio Konambertin, Jérôme Kablambro et Amara, ici des militants du PDCI-RDA, candidat déclaré à l'élection présidentielle, puis un membre de la société civile, David Samba. Dans ce groupe, on retrouve également Abdraman Sangaré. La CNC a fixé ses priorités, discuté des conditions de transparence, des élections pour une sortie définitive de la crise ivoirienne. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. Aussitôt après cette signature de la charte de création de la Coalition nationale pour le changement, le Présidium s'est entretenu avec la presse. Il s'est agi de dégager les priorités de la CNC, entre autres la transparence et la crédibilité des élections, à en croire le porte-parole de la CNC, le professeur Mamadou Coulibaly, que je vous propose d'écouter au micro de Léon Bro. La coalition est née. Sa priorité, ce n'est pas de savoir qui est candidat et qui ne l'est pas. Sa priorité, c'est de dire aux Ivoiriens et au gouvernement qu'il va falloir négocier les conditions des élections d'abord. Nous invitons la communauté internationale à passer le message au gouvernement que la coalition est née. Vous voyez ces principaux animateurs-là. Le premier réflexe, c'est la discussion. Une table pour discuter des conditions des élections, des conditions de la démocratie. Toutes ces personnes qui sont ici sont unies par cette seule chose, sceller des volontés de changement démocratique. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire démocratique. Nous sommes pour des élections transparentes. Nous sommes pour la liberté et la démocratie dans notre pays. La carte nationale d'identité ivoirienne est-elle falsifiable? L'ONI est formelle, le document est infalsifiable. Une précision faite par l'Office national de l'identification suite au démantèlement d'un réseau de faussaires de cartes d'identité. L'éclairage d'Érigoré. La carte nationale d'identité ivoirienne est désormais sécurisée. Toutes les dispositions sont prises par les autorités ivoiriennes pour que ce document soit délivré exclusivement à ceux qui y ont droit. Nous avons eu connaissance de ce qu'un réseau de faussaires de nos cartes nationales d'identité opérait depuis un pays voisin. Donc les cartes étaient effectivement produites dans ce pays, puis acheminées via les frontières au niveau de nos villes et nos hameaux en Côte d'Ivoire. L'objectif était a priori de fournir de fausses cartes d'identité à des personnes qui évidemment n'ont pas le droit de posséder une carte d'identité en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons mis en place des mécanismes qui permettent aux forces de sécurité d'authentifier très aisément la CNI. D'ailleurs, tous les jours, nous recevons des réquisitions de la justice, de la gendarmerie, de la police nationale. Une carte qui se fabrique dans les normes et seulement par l'Office national d'identification.
Occasion pour faire une démonstration et montrer l'authenticité de la carte nationale d'identité ivoirienne. La carte d'identité ivoirienne est dotée d'un composant électronique non visible à l'œil nu et qui la rend quasi infalsifiable. Selon les responsables de l'ONI, tous ceux qui vont se rendre coupables de falsification de cette pièce seront arrêtés et subiront la rigueur de la loi. À l'étranger, en bref et en image, le Burundi, c'est enfin clair, la tentative de coup d'État a été avortée. Après le retour du président Pierre Nkurunziza dans le pays, les putschistes ont annoncé aujourd'hui leur reddition, mais la mobilisation contre un troisième mandat du chef de l'État ne faiblit pas. La société civile en appelle à la reprise des manifestations. On termine avec ces images du président de la République Alassane Ouattara qui a pris part ce vendredi à Bamako à la cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, accord issu du processus d'Alger aux côtés de plusieurs chefs d'État africains, notamment Robert Mugabe du Zimbabwe, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, le président de la CEDEAO John Dramani Mahama, Mahamadou Issoufou du Niger, Goodluck Jonathan du Nigeria, Alpha Condé de la Guinée et Faure Gnassingbé du Togo. Également témoins de cet événement historique, des délégations de haut niveau des pays membres de la médiation et les responsables des organisations régionales. À travers cette signature, les parties prenantes s'engagent à s'inscrire totalement dans cette nouvelle phase du processus de paix au Mali. Les signataires, le gouvernement malien, les mouvements républicains de la plateforme, deux des 5 groupes de la coordination des mouvements de l'Azawad. Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Prenez soin de vous. Bonsoir.